Crise politique en Israël, crise sanitaire, mais aussi crise sociale. Ce week-end, pour la 32e semaine consécutive, plus d'1 millier d'Israéliens se sont réunis aux ponts et intersections à travers le pays pour protester contre Benyamin Netanyahou. Des Israéliens qui l'accusent notamment de fermer les yeux sur le non-respect des mesures sanitaires dans certains quartiers orthodoxes. Et pour en parler, nous accueillons ce matin Gil Michaeli, historien, directeur de la publication de Causeur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin sur Radio J. Alors pour resituer un petit peu dans le contexte, c'est vrai qu'en Israël, la semaine dernière, de nombreuses villes orthodoxes ont connu de violents affrontements, à Bnei Brak notamment, théâtre de violences sans précédent, autobus incendiés, patrouilles de police attaquées, des forces de l'ordre aussi qualifiées de nazis. Et encore ce week-end, des funérailles ont réuni malgré tout plus de 10 000 personnes, 10 000 juifs orthodoxes. Comment sont perçues aujourd'hui ces images en Israël ? Alors ça dépend par qui, parce que c'est là, évidemment, les problèmes qu'on a pu entendre tout à l'heure Meir Habib. Je pense que beaucoup d'Israéliens pensent comme lui, que c'est pas très grave, c'est un grand rabbin, c'est le Brisker, comment je dis, j'ai oublié son nom, mais c'est les grands rabbins de Brisk. C'est on peut pas dire que c'est une dynastie parce que ce sont pas des chassidim, même si la proximité entre les chassidim et les lituaniens en Israël fait que les lituaniens commencent aussi à avoir des dynasties des rabbins, comme cette famille Soloveitchik. On peut comprendre ça. Mais en même temps, leur mépris de la loi de l'État frôle la désobéissance, voire la rébellion. Parce que si ceux qui pouvaient voir les images, par exemple, il n'y avait pas un seul femme. Ouais. On ne peut pas dire que les femmes ultra-orthodoxes ont moins de la peine de perdre Soloveitchik. Donc, selon leurs règles, les femmes ne peuvent pas assister à ce genre d'événements. Et donc, il n'y avait pas une seule femme. La règle de l'État, c'est qu'il n'y aura pas plus que quelques dizaines de personnes avec la distanciation sociale et les masques. Cette règle-là, ils méprisent complètement. Ouais. Donc, on voit que quand ils souhaitent, ils ont des règles qui sont, on peut dire, aussi arbitraires. Qui sont des règles arbitraires, tandis que là, il s'agit de leur vie, et pas uniquement de leur vie, de la vie des autres. Donc, il y a un vrai problème. Il représente probablement quelque chose comme entre 5 et 8% de la population israélienne. C'est l'une des choses qu'il faudrait régler dans les années à venir. Alors, selon le journal Haaretz, la police israélienne serait parvenue à un accord avec les chefs de plusieurs yeshivot de Bnei Brak, un accord secret pour ne pas imposer le confinement dans la ville orthodoxe en échange de non-agression contre les policiers. En France, ça s'apparenterait quand même à ce qu'on pourrait appeler de la corruption. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de la corruption ? Je ne sais pas si c'est de la corruption. Il y a un autre mot en France qui s'appelle les arrangements, les accommodations, etc. etc. Comme souvent, on accuse certains maires pour des raisons électoralistes de s'accommoder avec leur population d'origine, d'acheter la paix sociale. D'acheter la paix sociale. Donc c'est souvent la même chose en Israël. Et on peut comprendre, c'est clair qu'ils vont être lâchés par les gouvernements, parce que ce qui intéresse essentiellement le Premier ministre, ce sont les élections, c'est sa majorité. C'est légitime jusqu'à un certain point, mais comme on sait par les gens qui étaient les plus proches de lui, il a depuis longtemps abandonné presque toute idée de l'intérêt général. Et la seule chose qui compte pour lui, c'est pour cela qu'Israël est pour la 4e fois en 24 mois en élection, c'est sa propre survie. Même pas sa survie politique. Il a des casseroles. Et il essaie d'éviter à tout prix, un procès. Ce sont les ministres Likoud les plus proches de lui. Ce sont ses anciens collaborateurs les plus proches qui les disent. C'est pas l'opposition. Le parti orthodoxe est important pour Benyamin Netanyahou. Si on regarde les sondages, qui sont que des sondages, mais bon, c'est à 5-10% près, ça représente quelque chose. Au moins aujourd'hui, les Likoud autour de 25%, 30 sièges. 30 sièges. Il en faut 30 de plus, 31 de plus. Et donc, les ultra-orthodoxes qui font à peu près 15, c'est un sine qua non. Sans eux, il n'a pas de gouvernement. Alors, on dit qu'ils n'ont pas vraiment le choix, mais ils peuvent le faire quand même transpirer grave, disons. Et il y a aussi la question du prix. Oui.
Donc C'est-à-dire pour lui, le prix de mariage. Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le corbeil? Parce qu'après les élections, il y a les négociations. Et donc, il a tout intérêt à l'avoir de son côté. Et on voit que le message de plus haut de l'État, ce n'est pas embêter les ultra-orthodoxes. C'est ça. Quitte à le voir transgresser la loi publiquement, parfois même avec un certain malice de leur part, parce qu'ils ont aussi ces complexes de supériorité, infériorité. Ils ne participent pas vraiment dans la vie de l'État, ils ne gagnent pas d'argent, il ne faut pas de service militaire, et en même temps, ils ont ces histoires comme quoi, 18 ans de Gemara, c'est comme si vous êtes ingénieur informatique. On connaît ces histoires, sur les Lubavitch qui en dormant dans une école d'ingénierie, il a corrigé les profs. On connaît, ils adorent ce genre d'histoire, montrer qu'ils sont meilleurs en sciences, qu'ils peuvent être les meilleurs en informatique. Et malgré le fait qu'ils ne participent la pas à la yeshiva, c'est le meilleur, ouais. évidemment. Donc tout ça, c'est des balivernes. Et donc ils ont ces complexes-là, et donc chaque fois qu'ils peuvent se montrer plus forts, chaque fois qu'ils peuvent mépriser l'État qui les nourrisse, ils s'en privent pas. Alors on parle de dissension politique, et hier justement le chef du parti bleu-blanc et le ministre israélien de la Défense Benny Gantz ont affirmé qu'ils ne voteraient pas en faveur d'un prolongement du confinement généralisé tant que les restrictions justement n'étaient pas appliquées uniformément sur le territoire. Donc ça vise évidemment la crise des orthodoxes. Quelle est aujourd'hui votre opinion concernant ces dissensions? On sait par exemple que Yesh Atid de Yair Lapid obtient 18 sièges selon certains sondages, Tikva Hadasha, Gideon Sar 14 sièges. Ce sont quand même des points qui montent pour les autres partis. Qu'est-ce que vous en pensez? Netanyahou a peut-être plus de risques aujourd'hui de perdre sa place aussi. Je pense qu'il a de fortes chances de gagner, mais c'est pas plié. Tout dépend aujourd'hui de la position de Bennett. La plupart des... Bon, commençons par la fin. Israël est à droite et très à droite. Si on interroge les opinions des partis qui composent la Knesset aujourd'hui, on a à peu près 60-75% des partis qui sont de droite. C'est ça. Le problème, c'est Netanyahou. Donc, s'il y a 70 ou 80% qui peuvent parfaitement signer la politique menée par Netanyahou, ils sont probablement 35 ou 40% à soutenir Netanyahou en personne. Donc, en fait, si la droite en Israël n'est pas aujourd'hui au pouvoir et sans être menacée et avec un horizon complètement ouvert, c'est à cause de Netanyahou. C'est lui le problème. C'est lui qui empêche Lieberman, avec les 3/4 de Kahol Lavan, avec les 2/3 de Yesh Atid, et je ne parle pas d'autres, de siéger l'un côté de l'autre dans un gouvernement. Donc, c'est ça la question. Donc, le seul parti de droite qui n'a pas dit, ne s'est pas engagé de ne pas siéger avec Netanyahou, c'est Bennett. Donc, avec Bennett et les ultra-orthodoxes, on peut voir un gouvernement entre 60, 61, peut-être 72, 63, ça dépend. Après, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Netanyahou est probablement le meilleur meneur de campagne politique. C'est un homme d'État, même si c'est un petit politicien, c'est en même temps un très grand homme d'État. En Israël, il y a une blague, on dit pourquoi il y a énormément de gens qui arrivent dans les enterrements des hommes politiques. Tout le monde va vérifier personnellement qu'ils sont morts. Donc, on ne voit pas l'intérêt avant les élections, loin de là. Et par ailleurs, pour la première fois depuis des mois, le parti travailliste a franchi le seuil d'éligibilité avec 4 sièges après donc l'élection de Merav Michaeli à la tête du parti. C'est aussi peut-être un renouveau pour le parti travailliste? Oui, et il y a un mois, l'ancien maire de Tel Aviv était à 7 ou 8. Aujourd'hui, il a presque plus de plumes. Et Nissan-Korn, comme vous venez de le dire, il y a un quart d'heure, l'avait quitté. Et ce n'est pas parce qu'il a anticipé une victoire, si j'ose cette hypothèse. Et donc, le fait qu'après une grande annonce, une partie monte dans les sondages, c'est rien de plus naturel, sauf que ça ne monte pas assez. C'est comme comme une boutique qu'on ouvre et on fait des très bons ventes le premier jour. On sait que ce ne sera pas comme ça tous les jours. Et si les ventes de premier jour ne sont pas
extraordinaire, on peut s'attendre à un shoot. Donc je pense que le Parti travailliste fera bien de créer une alliance vite et n'est pas s'enivrer de parfums, comme disait, des sondages, comme disait Shimon Peres, le regretté Shimon Peres. Les sondages, c'est comme des parfums. Il faut humer, mais jamais boire. Merci beaucoup, Gil Michaeli, pour toutes ces précisions sur la crise donc en Israël. Gil Michaeli, historien et directeur de la publication de Causeur. À bientôt sur Radio J.